Hein. Voilà, l'enregistrement est en route à partir de maintenant. Donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Alors, pour les personnes qui sont par Zoom, je leur demanderai de les poser par l'outil de discussion, hein, le chat, parce que pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Je récupérerai vos questions et je les formulerai aux intervenants. Et puis, dans la salle, eh bien, on vous passera le micro. Vous pourrez dire vos questions par oral, sachant qu'on vous demandera toujours de formuler des questions courtes, parce que c'est toujours pareil, il y a des réponses, puis après encore une question, ça peut émettre d'autres idées, donc il faut laisser la place à plus de gens pour poser plus de questions. Voilà, donc ce mode hybride a quelques petits inconvénients parce que évidemment on ne peut pas se déplacer pour celui qui parle, et il faut qu'il reste devant la caméra, mais je pense que c'est quand même assez confortable et j'espère que vous entendez tous bien. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, on va parler d'écologie et d'entreprise. On va parler du monde économique et des entreprises et de l'écologie. Et donc, en croisant ces deux sujets, donc on a fait une réflexion avec les intervenants en se disant, bon, comment aborder ce sujet-là? Alors, la première idée qui vient tout de suite, c'est de se dire, on va parler des entreprises qui font beaucoup d'efforts, qui essayent de polluer le moins possible, d'émettre le moins de CO2, qui essayent de consommer le moins d'énergie possible. On pourrait aussi parler le verre à moitié vide cette fois-ci de toutes celles qui n'en font pas assez, et on sait qu'il y a bien des entreprises qui s'en fichent encore. On sait aussi qu'il y a des gens qui peignent en vert leurs produits, mais qu'en fait, par derrière, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il y a tout un tas de cas de figure, et on s'est dit que vous étiez déjà bien au courant de tout ça, parce que ce sont des choses qu'on lit très fréquemment dans les journaux. Alors, on a creusé, on est allé un petit peu plus loin pour se dire que, oui, ben, les entreprises sont absolument cruciales et il faut qu'elles fassent des efforts. Elles sont aussi cruciales parce qu'elles peuvent apporter des innovations, des produits nouveaux qui nous permettront d'améliorer, d'accélérer la transition écologique. Donc, ça, c'est un axe intéressant. Et puis, on s'est posé une autre question, on s'est dit, mais pourquoi ça va si peu vite? Parce que le constat, c'est quand même que ça ne va pas très vite. Le monde économique ne se transforme pas si rapidement que cela. Alors, on s'est dit pourquoi? Alors, il y a le système qui peut bloquer et il y a les gens. Et voilà, nous nous sommes reposé cette question, comment inciter plus de gens? Plus de gens, ça veut dire les patrons des entreprises, ça veut dire les salariés eux-mêmes, ça veut dire les clients, ça veut dire les investisseurs, ça veut dire les partenaires, les pouvoirs publics, les fournisseurs. Donc, tout cet écosystème, comme on dit aujourd'hui, doit pousser cette transformation collectivement. Et donc, c'est quand même une affaire d'humain qui aura décidé ou pas d'avancer plus ou moins vite dans cette direction-là. Donc, c'est un peu l'axe qu'on a choisi de traiter ce soir, parce que l'écologie intégrale, c'est s'intéresser à tous les aspects de l'écologie, et en particulier à l'aspect humain, à la facette humaine, pour se dire que si les humains ne sont pas les acteurs, tous à leur niveau, s'ils ne sont pas suffisamment convaincus, alors les choses n'iront pas loin, les choses n'avanceront pas assez vite. Donc, on a travaillé donc, dans cette direction-là, et nous avons demandé à 3 personnes de nous parler ce soir, donc dans l'ordre d'apparition à l'écran, si je puis dire. Bruno Biet d'abord. Alors, attendez, je vais... Voilà. Bruno, donc directeur de recherche au CNRS, professeur à HEC. Donc, on lui a demandé de planter un peu le décor général, de nous parler de cette problématique que j'ai dit en quelques mots. Et donc, Bruno a le recul d'un universitaire pour, dans des termes simples, on lui a demandé de faire attention à ne pas trop
utiliser de jargon. Donc, il va nous montrer cette problématique qui est en fait comment le monde économique pourrait aller plus vite. Ensuite, nous aurons Yann Collignon. Alors, Yann est… pardon. Voilà. Yann qui est en ligne, donc il prendra la parole à travers Zoom tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Yann, lui, représente les investisseurs. Ben, on sait très bien que si le monde économique ne trouve pas d'argent à partir du moment où il cherche à faire des choses dans le sens de la transition écologique, ben, évidemment, toutes ces initiatives vont bloquer. Donc, Yann est un acteur de ce monde des fonds d'investissement et il va nous expliquer sa vue. Il fait partie de Azulis Capital, qui est une entreprise qui investit et, comme vous le voyez, qui s'intéresse en particulier à la durabilité, à l'utilité, la justice sociale et à l'écologie dans ses investissements. Ensuite, le dernier, Thibaut de Saint-Blancard, qui nous donnera un exemple très concret. Très concret parce qu'il a trouvé le moyen de faire bouger les salariés, ses clients, et d'avoir une adhésion beaucoup plus collective à ce projet de transition vers l'écologie intégrale. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant qu'il nous apporte ce témoignage très concret et qui nous dise aussi comment il a développé son entreprise, quelles sont les difficultés, comment il a trouvé de l'argent aussi pour se financer. Voilà, donc nous allons démarrer tout de suite avec Bruno pour cette première intervention. Je me mets à ta place, c'est ça? Voilà. Voilà, bonjour à tous. Donc aussi bonjour à tous sur le web. Merci d'être là. Donc je vais vous parler depuis mon… moi je suis de l'économie, je fais de la théorie des jeux, donc je vais commencer à partir de ça. Et donc je vais vous raconter un petit jeu qui peut-être peut nous aider à réfléchir à la question. Donc on a 200 joueurs et chacun de son côté décide de se livrer à une activité qui est agréable pour lui ou pour elle, mais coûteuse pour la société. Et donc on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Alors si je le fais, ça me donne 1 d'agrément de gain, mais ça crée un coût, disons que ça me donne 1 euro pour moi, et ça coûte 1 centime à chacune des personnes qui sont dans l'ensemble, dans le groupe. Alors, voilà, je me demande qu'est-ce que je dois faire. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce qu'il ne faut pas que je le fasse? Et puis, donc on va se dire, bon, il y a 200 personnes qui jouent à ce jeu. Alors, on va dire, OK, essayons de réfléchir s'il y avait N personnes, parmi ces 200 personnes, N personnes qui faisaient ça, qui se livraient à l'activité. Et moi, je me dis, maintenant, moi, qu'est-ce qui va m'arriver si je le fais ou si je ne le fais pas? Donc, si je le fais, ça me donne un gain de 1, et puis ça me donne une perte qui est égale à 1 centime fois N. Et puis, si je ne le fais pas, ça me donne juste une perte égale à 1 centime fois N, qui vient de tout ce que font les autres et qui me pose des petits problèmes à moi. Alors, je me suis dit, peut-être une façon de s'emparer de cette question, c'est de se dire, OK, maintenant, pas nous, hein, nous, on n'est pas comme ça, nous, on est bien, on n'est pas à l'église et tout. Mais si je pensais à la personne qui est dans la rue, les gens que je ne connais pas, les gens qui sont à la bourse ou qui sont dans les entreprises, et je me disais, ou qui sont au gouvernement, je ne sais pas quoi, ou dans l'administration, et je me disais, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parmi ces 200 personnes, j'essaye de me demander à l'intérieur de moi-même combien il y en a qui vont se livrer à cette activité qui leur donne de l'agrément, mais qui crée des problèmes pour les autres. Et puis combien il y en a qui vont se dire, ah non, je ne le fais pas. Alors, je ne vous demande pas, hein, mais bon, je vous demande d'avoir juste dans votre tête une idée de ce qui va se passer. Alors, donc maintenant, on va faire l'analyse du jeu, on va voir ce que la personne qui fait la théorie des jeux a à dire sur cette histoire-là. Donc, on se rappelle que N, c'est le nombre de gens qui se livrent à cette activité.
Et alors, on va faire un truc un peu bêta, un truc d'économiste, on va faire la somme des gains et des pertes de tout le monde dans la société. Donc, on va avoir, c'est quoi la somme des gains? C'est N, puisque chacune des personnes qui se livrent à l'activité, ça lui donne un agrément égal à 1, ça fait N euros de gains. Et puis, chacune des 200 personnes dans la société, chacune d'entre elles, elle a un désagrément qui est égal à 1 centime fois N, le nombre de gens qui se livrent à l'activité. Et donc, quand on fait le petit calcul, ça nous donne un total de moins N. Donc, s'il y a N personnes dans la société qui se livrent à cette activité, le gain total pour la société, il est négatif, il est égal à moins N. Bon, donc, ce qui serait bien quand même dans cette société, ce serait de ne pas le faire, de ne pas avoir cette activité. Alors, maintenant, revenons. Donc ça, si vous voulez, c'était un petit peu la prise de décision s'il y avait si c'était le pape qui décidait, voilà ce que j'aimerais faire. Maintenant, ce n'est pas le pape qui décide, c'est nous. Moi, qu'est-ce que je fais? Donc, si je le fais, ça me donne 1. Et si je pense qu'il y a petit n personnes en dehors de moi qui le font, donc ça fait, si moi je le fais, ça va faire n plus une personne. Donc 1 moins 1 centime fois n plus 1, ça me donne un gain qui est égal à 99 centimes moins n fois 1 centime. Et puis si je ne le fais pas, je n'ai pas mon gain, mais j'ai quand même je souffre toujours du fait que les autres le font. Donc ça me fait une perte de moins n fois 1 centime. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si je compare le gain quand je fais l'action et le gain quand je ne fais pas l'action, indépendamment de ce que font les autres, mon gain quand je fais l'action est toujours plus élevé que mon gain quand je ne fais pas l'action. Donc, c'est ce qu'on appelle une stratégie dominante. Et donc, c'est embêtant parce que si tout le monde raisonne comme ça, si tout le monde se dit je compare mon gain si je fais l'action et mon gain si je ne fais pas l'action, et si tout le monde choisit ce qui lui donne le gain le plus élevé, tout le monde va choisir de faire l'action. Et donc, on va se retrouver dans une situation où tout le monde agit d'une certaine façon rationnellement, et néanmoins, le résultat global, il est très mauvais pour la société. Alors, de quoi est-ce que je vous parle? En fait, par exemple, je vous parle des émissions de CO2. Quand je prends ma voiture pour aller au travail, plutôt que de prendre les transports en commun, ou quand je passe des vacances en allant à Tahiti, en prenant l'avion, ou bien quand je suis un chef d'entreprise et que j'utilise plutôt des technologies fossiles, plutôt que de l'électricité, ou de mettre en place des investissements qui réduisent les émissions de CO2, tout ça, c'est des exemples d'une situation dans laquelle je peux prendre des décisions, faire des choses qui, moi, d'une certaine manière, pour moi, elles sont bien, elles sont profitables, mais elles créent un problème pour les autres. C'est ce qu'on appelle des externalités. Alors, attends. Oui. Pardon. Et donc, voilà, donc ça s'appelle les externalités négatives. Et donc, j'en arrive à ma dernière slide, qui n'est pas là. C'est pas grave, je vais vous la raconter. Voilà. Ah, mais c'est ça. Je te remercie. Ouais. C'est mon avant-dernière slide, en fait. C'est une promesse de Gascon. Donc, pourquoi? Parce que quand même, c'est quand même vrai qu'on a du mal à faire baisser les émissions de CO2. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler d'un truc qui est une vision noire et pessimiste et pas en phase avec la réalité. La réalité, c'est qu'on a du mal à faire baisser les émissions de CO2. Et moi, je pense que c'est parce que ce sont des externalités et que d'une manière générale, c'est un problème. Les externalités, c'est un problème. Donc, on ne peut pas espérer que ça va se résoudre tout seul. Gentiment, il faut faire quelque chose. Et en fait, je pense que quand on est dans une situation où il y a des externalités, ça veut dire qu'en fait, on est dans une situation où il y a un conflit entre ce qui est optimal individuellement et puis le bien commun. Donc, par exemple, ça me fait penser à cette phrase dans Romains, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Cette externalité, c'est quelque chose comme le mal que je ne veux pas. Je me rends bien compte que c'est mauvais pour la société. Mais je ne peux pas m'empêcher de prendre ma voiture pour aller au boulot plutôt que de prendre le métro. Donc, je crois que
un élément, et en fait, d'une certaine manière, dans le trio avec Yann et Thibaut, moi, je suis le méchant et eux, c'est les gentils. Oui, vous montrez ce qui se passe de bien. Et moi, d'une certaine manière, je pose le problème de la possibilité du mal. Enfin, je pense que pour commencer à mettre un jalon dans la direction de ce que vont dire Yann et Thibaut, sans doute que la façon que j'avais de poser le problème était d'une certaine manière responsable du problème. Je me disais, OK, le gars, il est tout seul et il prend sa décision tout seul en pensant qu'à son profit. Et c'est sans doute pas ça qu'il faut faire. On ne va pas s'en sortir si on fait comme ça. Donc, d'une certaine manière un peu vague, je me dis, oui, mais au fond, ce qu'il faudrait, c'est que nos décisions ne soient pas prises de manière individuelle, mais elles soient prises en relation. Alors, pour des chrétiens, on peut dire qu'elles doivent être prises en relation avec le Seigneur, sans doute, mais aussi avec les autres qui nous entourent, aussi pour les chrétiens aussi, et pour les non-chrétiens aussi, avec les autres qui nous entourent. Et c'est peut-être ça la porte qui peut nous sauver, quoi. Alors, bon, je vais revenir à quelque chose de maintenant plus, un peu moins poétique, mais il y a des choses qui se passent en pratique qui vont, à mon avis, dans ce sens de prendre des décisions qui vont peut-être plus dans le sens du bien commun, parce qu'on met dans un environnement qui est plus porteur vers le bien commun. Donc, Yann va nous parler de l'investissement socialement responsable. Et donc, en fait, en gros, c'est l'idée que moi, dans mon histoire, j'avais mon gain, et puis c'était surtout ça qui comptait pour moi, mon profit. Et donc, l'investissement socialement responsable, c'est sans doute l'idée qu'on ne va pas prendre en compte que le profit. Donc, on va essayer de mettre en place une structure qui ne soit pas une structure de péché, mais qui soit une structure dans laquelle on ne prend pas seulement en compte le profit. Thibaut va nous parler, c'est très beau le témoignage de Thibaut, du fait que oui, il y a vraiment des gens qui font autre chose que chercher le profit dans des entreprises, dans des organisations. Alors après, il y a un acronyme qui s'appelle RSE, mais sans doute que ça va bien au-delà de l'acronyme. Je pense qu'il faut aussi se dire que ce n'est pas seulement une question individuelle, ce n'est pas seulement une question locale, c'est aussi une question collective. Et donc, les acteurs publics, à mon avis, on a besoin d'une action publique pour nous aider dans ce contexte. Donc, de mettre en place un cadre qui permette justement de ne pas prendre en compte que le profit, ou bien de prendre en compte les externalités négatives qu'on impose. Voilà. Donc voilà, c'était un peu une sorte d'exposé de la situation. Mais en fait, c'est Yann et Thibaut qui vont vous parler des vraies solutions pour essayer de résoudre ces problèmes. Voilà. Donc, s'il y a quelques questions pour Bruno, on les prend tout de suite. Je regarde le chat. Attends, je te laisse ta place. Non, c'est bien, c'est bien. Non, il reste encore 2 minutes. Tu veux qu'on regarde le chat? Non, il n'y a pas de… Bon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des questions par Zoom? Je vous ai assommé. On n'a qu'à laisser les questions pour tout à l'heure. Il y en aura peut-être tout à l'heure. Laissons la place à Yann et Thibaut et après on verra. Alors, non, mais il y a peut-être quand même une question qui se pose, c'est concernant les pouvoirs publics. Il y a Hubert aussi qui veut poser une question. Hubert Schall, je crois. Alors, Hubert, je poserai la mienne après. Dans ce raisonnement, il y a un facteur qui n'est peut-être pas pris en compte, c'est le risque réputationnel. Le risque réputationnel de l'entreprise qui ne fait pas ce qu'il faut, alors elle va avoir un gain à court terme, mais en final, le risque réputationnel va lui coûter parce que les clients vont se détourner, parce que les actions plus longues, ce risque réputationnel ne va-t-il pas rétablir les choses? Oui, je suis d'accord. Je suis à 100% d'accord, Hubert. Et d'ailleurs, c'est implicite, mais pas suffisamment bien expliqué dans ce que j'ai essayé d'écrire sur les collaborateurs qui ne veulent pas travailler. On voit bien aujourd'hui les jeunes, mes enfants par exemple, ils ne veulent pas travailler dans des entreprises qui font des activités, qui se livrent à des activités qui sont mauvaises pour le bien commun. Et vous mentionniez aussi les clients, et ça c'est important aussi, bien sûr. Je suis complètement d'accord, à 100% d'accord avec vous. Et c'est sans doute une piste très importante, une bonne piste pleine d'espoir.
Et alors, d'un point de vue, c'était justement un petit peu ma question, d'un point de vue économique, dans les théories aujourd'hui, est-ce qu'on sait chiffrer, parce qu'on sait chiffrer ce qu'on gagne, ce que tu disais, ce qu'on gagne, ce qu'on perd, collectivement ou individuellement, mais comment chiffrer les choses qui sont très qualitatives? Alors, ça dépend. Il y a des choses qui sont très qualitatives. Donc, par exemple, Thibaut va nous parler de choses qui sont vraiment très, très importantes et qui sont un petit peu difficiles à chiffrer. Et puis après, il y a des choses qui sont vraiment quantitatives, comme par exemple les émissions de CO2 des entreprises. Ça, c'est quand même un truc, c'est une grandeur physiquement mesurable. Et donc après, il y a… alors ça dépasse en fait ce que peut faire l'économie. C'est beaucoup plus les gens qui font des sciences physiques, des sciences de la Terre, qui essayent de voir comment les émissions ont un effet sur le climat. Donc là, c'est vraiment quantifiable. Et là où les économistes… Alors moi, ce n'est pas tellement ce que je fais en économie, de quantifier les choses, c'est très important, mais chacun sa spécialité. Mais les économistes qui cherchent à quantifier, après, ce qu'ils essayent de faire, c'est de mettre ensemble les modèles physiques du climat et puis les modèles économiques de l'activité économique et d'essayer de trouver de quantifier les coûts et les bénéfices de différentes, par exemple, de l'émission de CO2. Ouais. Non, ça y est, ça y est. Bonsoir. En vous écoutant, je me disais que la position d'entreprise, elle pouvait aussi être l'objectif de profit des entreprises, donc la différence entre ce qu'elles gagnent et ce que ça coûte. Et en fait, là, tel que vous le présentez, les pouvoirs publics sont plutôt punitifs et vous parlez de quotas, de taxes, etc. dans ce cas-là. Et je me dis que peut-être les entreprises, elles ont aussi besoin d'incitation plutôt positive parce que peut-être qu'elles seraient prêtes finalement à faire mieux, en tout cas pour les entreprises. Dans ce que vous avez montré, ça marche très très bien pour les particuliers. Mais je me dis que pour les entreprises, il y a peut-être une dimension supplémentaire, c'est que ce ne sont pas des associations à but caritatif. Si elles ne gagnent pas d'argent, au final, à la fin, elles ont du mal à payer leurs charges. Et que du coup, il faut peut-être qu'on les aide aussi, alors c'est peut-être le rôle des pouvoirs publics, non pas à être punitifs, mais au contraire, finalement, à nous tous, à les aider finalement. Parce que vous parlez d'externalités positives, mais peut-être qu'il y a des externalités négatives. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi des externalités positives, il faut qu'on les aide à… Ouais. Voilà. Je suis d'accord à 100% avec vous, je vous remercie. Et d'ailleurs, ça fait un lien intéressant, je trouve, avec l'intervention de Yann, qui va nous parler du rôle des investisseurs. Et en fait, les sous, les sous que des investisseurs comme Yann utilisent, ils viennent en partie d'organismes qui sont sous le contrôle de l'État, en fait. Et comme par exemple la BPI ou des choses comme ça, et qui donc… c'est une traite, je suis à 100% d'accord avec vous, et même la logique économique de ce que vous dites me paraît absolument parfaite. Investir pour réduire ses émissions de CO2, c'est produire une externalité positive. Donc, exactement de même qu'il faut taxer des externalités négatives, il faut aussi subventionner les externalités positives. Donc, je vous remercie d'apporter cette précision, parce que sans ça, ce que j'aurais dit n'était pas très juste. Est-ce que tu peux regarder cette question qui est arrivée par Zoom? Oui. Et c'est une bonne… Alors, je la lis pour que tout le monde la rationalité. Donc, c'est Georges qui nous dit « La rationalité ne se limite pas à ce qui est chiffrable. Le problème de nos entreprises et de l'économie est fondamentalement lié à la gouvernance par les chiffres. Certaines externalités peuvent se chiffrer, pas le bien commun. » Donc, je suis d'accord, Georges, vous avez raison de pointer les limites du genre de raisonnement auquel j'ai essayé de me livrer. C'est vrai que des raisonnements quantitatifs, ils trouvent leurs limites, et qu'après, derrière ça, il y a une vraie faiblesse philosophique de la discipline que je pratique tous les jours, qui est quand même assez quantitative. Et c'est-à-dire que, ok, c'est pas parfait, mais
c'est mieux que rien. Je suis complètement d'accord avec vous. Et puis, je crois que, exactement pour aller dans la même direction que vous, je pense que déjà, on peut arriver à dire des choses dans ce contexte relativement simpliste. Et puis après, eh ben c'est vrai, après, il faut aller plus profond. Il faut aller plus profond et vous avez raison de dire que c'est nécessaire. Je pense que, enfin ça, c'est pas pour aujourd'hui, ni peut-être même pas pour les 10 prochaines années, mais je crois qu'il faut vraiment changer le paradigme de la science économique pour dépasser l'utilitarisme et le conséquentialisme. Et donc, il y a du boulot. Merci Bruno. Donc maintenant, je passe la parole à Yann, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, représente les investisseurs, les fonds d'investissement, et il va nous expliquer comment il voit le sujet et comment, dans sa vie quotidienne, il tient compte de ces problématiques. Yann? Merci. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais vous apporter un témoignage, non pas en théoricien, mais en praticien. Donc, ça va faire un parallèle intéressant. Donc, je suis un acteur de l'économie, plongé dans l'économie réelle, mais à l'interface. Peut-être c'est un poste intéressant, en tous les cas, de vision de notre monde économique, puisque je suis à l'interface entre les entreprises, plutôt les petites entreprises, celles qui irriguent l'essentiel de notre économie, et puis les grandes mutuelles, les banques et l'État, qui collectent l'épargne de tout un chacun pour ensuite la reventiler dans l'économie, dans les marchés, dans l'immobilier, et pour partie dans l'économie réelle, au travers d'entreprises comme de sociétés de gestion comme dans lesquelles je travaille. Donc, je vous parlerai donc de mon vécu, véritablement, de mon expérience, et c'est à partir de cette expérience que je vais m'interroger sur l'écologie, où en est-elle vraiment par rapport aux entreprises et par rapport à la finance. Voilà. Et en quoi l'écologie, finalement, questionne les entreprises et la finance, et certainement, elle nous somme d'agir au regard des enjeux bioécologiques qui sont aujourd'hui de plus en plus réels et véritablement cruciaux pour notre présent et notre futur. Alors, où en sommes-nous réellement? Eh bien, nous verrons rapidement au travers de ces slides, je vais essayer d'être très efficace. Eh bien, c'est qu'à mon sens, je vais vous donner encore une fois mon expérience et puis essayer de trouver des sondages, des chiffres qui expriment ce que je vais vous dire. Mon ressenti, c'est que nous en sommes pas très loin, nous ne sommes pas nulle part, mais certainement très en deçà de ce qu'il faudrait au regard des enjeux et de la nécessaire transition pour essayer d'arriver et d'œuvrer vers une société souhaitable dans le futur. Voilà. Donc, il y a donc manifestement un écart entre là où nous en sommes aujourd'hui et là où nous devrions être. Et donc, on va m'interroger à partir de ma pratique et à partir de mon écoute des entrepreneurs et du monde de la finance, pourquoi il y a un tel écart entre la réflexion, la conscience et puis l'agir, et puis qu'est-ce qu'on peut faire, bien évidemment, de mieux, de plus, pour pouvoir faire en sorte que les choses soient beaucoup plus à la hauteur des enjeux. Alors peut-être, merci, voilà. Tout le monde en cause, peut-être juste très rapidement quand même quelques mots. Que sait-on au juste, que savent au juste les entrepreneurs que je côtoie ou les acteurs de la finance que je côtoie? Juste quelques mots pour ça, comprendre ce qu'ils comprennent justement du monde dans lequel on est. Bon, ce qu'ils comprennent, c'est qu'entre l'économie et la physique, il existe des corrélations assez avérées. Et bien que notre monde, que la santé de notre économie, qui drive notre monde, qui irrigue notre monde dans lequel nous vivons tous les jours, et bien que ce qui conduit notre économie, la manière de la comprendre, de la voir, de mesurer sa santé, et bien il y a un indicateur dont on parle tous les jours, qui est un indicateur très synthétique de la chaîne de valeur qui construit notre économie, à savoir l'extraction, la production, la consommation et éventuellement le recyclage ou le rejet de ce que nous consommons. Cet indicateur, c'est le PIB. C'est un indicateur très synthétique, mais qui est quand même la référence absolue aujourd'hui, ou principale, plus exactement, essentielle de la compréhension de notre économie. Cette chaîne de valeur, ce que comprennent les gens, c'est que cette chaîne de valeur, extraire, produire et consommer, eh bien, elle consomme de l'énergie. Et tout le monde sait que l'énergie, aujourd'hui, c'est avéré, connu, cette énergie, eh bien, elle émet
du CO2 selon une courbe tout à fait similaire à celle qui est à l'écran. Donc, notre chaîne de valeur économique donc consomme de l'énergie. Cette énergie émet du carbone. Et on peut donc, par voie de corrélation entre l'économie et la physique, imaginer que le PIB, bien évidemment, pas imaginer, c'est même une réalité, que le PIB émet donc du carbone. On sait que l'émission de carbone est le principal facteur du changement climatique et de l'augmentation de température. Par corrélation, on peut donc ressentir et comprendre que le PIB est un facteur déterminant dans le changement climatique et dans l'émission et dans l'augmentation de la température. Alors, si on s'en réfère à la COP 21, qui a été cruciale pour engager le monde vers une trajectoire, c'est qu'on limite la trajectoire de degrés, qui est ce fameux seuil pour rendre un monde ultérieur, le monde futur, acceptable et vivable. Mais cette trajectoire de 2 degrés, elle impose de diviser, donc de réduire nos émissions de manière drastique, nos émissions carbone, et elles seront peut-être divisées par 3 d'ici 2050. Alors, quid du PIB? Est-ce que pour autant, il faut réduire le PIB dans des proportions similaires? Il n'y a pas de certitude, mais en tous les cas, ça suscite une question, puisqu'on voit bien que le PIB est un émetteur, est un facteur absolument fondamental du changement climatique. C'est une question, quid du PIB, mais ce qui est certain, en tous les cas, c'est que le PIB n'est pas un indicateur juste pour comprendre notre monde, l'économie. Ce n'est ni un bon indicateur de lecture et encore moins un indicateur de pilotage de notre économie. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et tout le monde sait que piloter notre économie à partir du seul indicateur du PIB, c'est certainement aller vers des catastrophes climatiques et certainement pas s'aligner à 2 degrés. Donc, tout le monde le sait et tout le monde en parle. D'ailleurs, donc, on en parle très souvent, tous les jours. J'entends des entrepreneurs, j'entends la presse, j'entends l'économie, j'entends le gouvernement, j'entends le monde de la finance qui parle donc de ce qu'il sait à juste titre, tout le monde en cause. Alors, soit dans un sens du déni, soit dans un sens de prise de conscience et de l'envie, du désir de bouger. Alors, il existe encore beaucoup de déni, où quelque part, on se dit, quelle que soit l'entreprise ou même en tant qu'individu, que tout ça c'est bien, mais c'est pas à ma mesure, c'est un problème mondial, c'est un problème planétaire. Que puis-je faire pour tout ça? Et puis, c'est difficile d'agir. Encore une fois, je suis une goutte d'eau dans l'océan, donc c'est le problème des autres. À quoi bon? Voilà. Et puis d'un côté, vous avez des personnes, des entreprises, tout à chacun qui décident d'en prendre conscience, d'ailleurs ont conscience de ces évolutions et qui en parlent et qui décident d'agir, chacun à sa mesure, de façon plus ou moins sincère, en tous les cas en fonction de leurs moyens. Et donc j'entends beaucoup, donc je verdis mon business, je fais de l'éco-responsabilité, mon activité est devenue durable, ma boîte fait de la RSE. La Smart Tech, bien évidemment, va résoudre beaucoup de choses. Voilà des verbatims un peu en vrac que je puis vous assurer que j'entends tous les jours. Donc, beaucoup de gens et l'essentiel du monde sait ce qui se passe, tout le monde en parle, et pourtant, quand on regarde le 6e rapport du GIEC publié cet été, on se rend compte qu'il y a des signaux extrêmement alarmistes, d'une dégradation donc, qui s'amplifie de notre monde bioécologique, de notre planète. Alors, il y a un hiatus entre ce que l'on sait, ce dont on a conscience, et puis la réalité qui continue à se dégrader. Voilà 2 sondages qui sont intéressants, qui sont extraits de mon métier, l'un provenant des entrepreneurs et l'autre provenant du monde de la finance. Un sondage donc, de BPI, vous savez que la BPI, c'est la grande banque d'investissement donc, de l'État qui dépend de la Caisse des dépôts et consignations. Ce sondage dit que 80% des entrepreneurs, des entreprises, ont parfaitement, des entrepreneurs plutôt, ont conscience des enjeux climatiques, mais il y en a 13% qui se disent vouloir, qui ont l'intention d'agir et qui en plus ont les moyens d'agir. Voilà, donc on voit que là aussi dans ce sondage, qu'il y a un hiatus qui s'exprime très clairement. Et c'est exactement la même chose pour le monde de la finance. France Invest, qui est l'organisme, le syndicat, je dirais, qui regroupe tous les investisseurs donc dans les entreprises, on a un sondage qui a un parallèle absolument incroyable avec ce premier sondage des pays. 85% des investisseurs ont conscience, ont signé des chartes donc en faveur de l'ESG et de la RSE, c'est-à-dire de faire évoluer les choses en faveur de la transition climatique. Donc, s'ils ont signé des chartes, ils en ont conscience, mais il y a que 12% de ces investisseurs qui prennent au sérieux donc les enjeux lorsqu'il y a une matérialité RSE au profit de leurs affiliés, c'est-à-dire des entreprises dans lesquelles elles ont investi. Donc là, on a, au travers de ça, la réalité de ce hiatus entre la conscience et l'agir. Alors pourquoi
je pense que les entreprises, c'est mon interprétation, en tous les cas, c'est ce que je mesure et je vis presque tous les jours, c'est que les entreprises sont certainement au cœur d'un schisme des réalités, au cœur d'une véritable complexité et dans une tension profonde. Les entreprises, quand on les regarde, elles sont, eh bien, je dirais, à la jonction de plusieurs sphères de responsabilité et d'implication, des implications bien sûr économiques. Elles doivent faire vivre donc leurs activités, elles doivent faire du profit qui elle-même va faire vivre leur entreprise. Elles ont des employés, donc une responsabilité sociale, une responsabilité bien évidemment environnementale, parce qu'une entreprise, et comme tout à chacun, nous émettons, et on sait que l'émission a un enjeu primordial dans l'évolution du climat, et une responsabilité sociale, puisqu'ils ont des employés, et donc ils ont un souci du soin de ces employés, et une responsabilité politique qui est de coopérer autour d'eux, et pas seulement dans leur chaîne de valeur. Donc, les entreprises, à l'aune de cette, je dirais, de cette jonction entre ces plusieurs sphères, eh bien, elles sont dans une véritable tension entre ce qui conduit notre monde aujourd'hui, le business as usual, qui est en fait induit par des pratiques qui sont aujourd'hui des pratiques qui s'exercent depuis plusieurs décennies, je dirais même plus peut-être 2 siècles, depuis le 19e siècle, qui sont des pratiques et des représentations de notre monde, de ce qui est le bonheur souhaité, à savoir essentiellement une conception d'une entreprise tournée vers quasiment exclusivement, pour le bien de ses actionnaires, donc de ceux qui possèdent l'entreprise, vers le profit. Donc, gestionnaire, court terme, marché, compétition, pragmatisme, utilitarisme, c'est un vocabulaire qui irrigue notre pensée et notre agir, donc pour tout le monde de l'économie qui résonne selon business as usual. Et on va voir à quel point, déjà on le voit avec les sondages, à quel point cette part est prépondérante dans notre économie aujourd'hui. Et puis à l'autre bout, il y a ce qui devrait conduire les entreprises et notre économie, c'est justement des pratiques des entreprises qui sont conduites par des pratiques et des représentations du monde, de la vision du monde, qui est non pas conduite par le profit vu comme un moyen et non pas une finalité, la finalité de l'entreprise étant, selon le métier qu'elle aura choisi, une finalité sociale ou environnementale. Et donc, ces entreprises, aujourd'hui, eh bien, entre le business as usual et puis donc je dirais le business à impact, c'est-à-dire qui travaille radicalement en faveur donc de la transition, de l'écologie, de l'intégration de l'écologie et du social dans sa propre mission. Il y a aujourd'hui, là, certainement depuis quelques années, une part grandissante dans des entreprises qui se situent, des acteurs de l'économie qui se situent dans un entre-deux. Alors, si je reprends mon sondage, et je verrai qu'il y a d'autres chiffres qui prouvent ça, c'est qu'aujourd'hui, probablement 80% de l'économie est encore irriguée par la zone grise, donc à gauche du tableau, qui est le monde du business as usual. Ça, c'est 80% de notre économie qui est gérée de cette façon-là, et probablement 5% de l'économie qui est aujourd'hui irriguée par des volontés d'impact, donc une économie, ce que je qualifierais de verte. Et puis 10% de l'économie est une économie en transition, et c'est une transition, ça représente à peu près sans doute 10% de notre économie aujourd'hui, et cette transition, elle est nécessaire parce que les personnes, les entreprises qui ont décidé d'évoluer et de changer leur activité, cela prend du temps, cela prend de l'énergie, cela demande des savoir-faire, qui demandent du temps. Et donc, c'est cette zone de 10% dans laquelle probablement une partie de l'économie est en mouvement. Alors, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a quelques années, c'était probablement 1%, mais il y a quelque chose en même temps d'inquiétant, c'est que ces 10% par rapport au regard des enjeux auxquels nous faisons face, c'est certainement extrêmement faible. Mais ces 10%, il y a aussi, donc ils vont grossir dans les années qui viennent, et on va voir pour quels facteurs et quelles raisons ces 10% vont grossir, mais il y a un risque qui est important et qui est aujourd'hui mon propre combat en tant qu'investisseur, c'est qu'une grande partie de ces entrepreneurs en mouvement se risquent dans un échouage, c'est-à-dire se contentent finalement, j'ai conscience, je verdis, mais pas suffisamment, et je mets toujours en avant, en primauté de la raison d'être de mon entreprise, qui sera sur le profit, et je vais faire un peu d'extra-financier, verdir un peu mon business, et j'aurai accompli mon devoir vis-à-vis de la crise écologique. Voilà, et c'est probablement un risque aujourd'hui patent dans lequel notre monde évolue. Alors, pour revenir au monde de la finance, eh bien, dans lequel je suis immergé, on en parlait rapidement tout à l'heure, le monde de la finance d'entreprise, donc qui est vraiment immergé dans l'économie réelle, eh bien, elle est directement issue en fait de l'épargne salariale, l'épargne de tout à chacun,
qui est collecté par les grandes banques d'État, par l'État, les grandes compagnies d'assurance et par les caisses de retraite. Et ces caisses de retraite vont allouer une petite partie sur l'économie réelle, c'est-à-dire de réinjecter une petite partie au travers de l'investissement d'entreprise, une petite partie. Alors, cette petite partie, ça représente quoi? Ben, vous voyez qu'elle est infime, parce qu'aujourd'hui, 3,6%, c'est-à-dire 2,6%, moins de 3% de l'épargne de tout à chacun, en fait, est reversée dans l'économie réelle au travers de l'investissement. Je ne parle pas du marché, je ne parle pas des emprunts qui sont le rôle des banques, qui sont aussi une manière d'irriguer l'économie, mais l'économie au travers de l'investissement, on voit que c'est une toute petite part de l'épargne. Et quand je regarde, cela représente à peu près 200 milliards d'euros, et quand je regarde ce qui est dévolu, consacré à l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie verte, eh bien c'est encore plus faible. C'est à peu près 10%, à 10 à 15% de ces 200 milliards. Donc là aussi, on retrouve au travers des chiffres très concrets cette dichotomie, ce hiatus entre 90% de la finance, qui est une finance mainstream, relativement peu orientée vers l'économie verte, et 10%, 10-15% de l'économie qui est, elle, radicalement donc dévolue, consacrée à l'expansion de l'économie verte. Alors, le slide suivant. Merci. Alors, si je regarde le pourquoi rapidement, pourquoi notre monde financier reste dans ce constat de 90% qui est sur, finalement, je continue à financer cette zone grise qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire le business as usual, et aussi peu, finalement, l'économie verte, eh bien, il y a une raison, sans doute, c'est que la finance, ce n'est que de la plomberie, hein, ce n'est qu'une manière de diriger des flux monétaires là où il lui semble bon et là où ça lui semble profitable. Profitable, ça veut dire quoi? La finance est, elle, totalement irriguée vers une recherche de rendement par rapport à un risque. C'est ce qui la fait vivre, c'est ce qui l'anime à louer donc ces flux vers ce qui lui semble du meilleur rendement pour un risque donné. La transition écologique, une entreprise qui se dirige radicalement vers une économie verte, c'est une entreprise qui va avoir des coûts supplémentaires, qui va avoir une prise de risque supplémentaire et qui va nécessiter du temps court terme. Il va falloir du long terme pour transiter. Eh bien, donc, tout ceci, eh bien, ça ne peut faire que baisser le rendement d'un investisseur qui investit dans une économie qui transite de cette façon. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que la finance eh bien, investisse plus que ces 10% ou beaucoup plus que ces 10% dans la finance verte parce qu'elle n'y retrouve aucun rendement, des rendements en tous les cas certainement plus faibles et pour un risque plus grand. Donc, voilà, mais il ne faut pas désespérer parce qu'en fait, il existe des leviers pour que cette finance s'oriente bien au-delà de ces 90%, enfin bien au-delà de ces 10% et beaucoup plus de façon massive et radicale dans l'économie verte. Eh bien, il y a 3 leviers. Il y a l'épargnant. Tout à chacun, vous n'avez qu'à refuser d'investir et de placer votre épargne dans l'épargne brune qui finance Total ou d'autres entreprises de ce type-là. Alors, quand je dis Total, je retire ce terme dans tous les cas dans l'économie carbone. J'ai cité notre champion national, mais c'est un vrai sujet. Donc, le rôle des épargnants, le rôle des entreprises qui demandent à leurs banquiers ou à leurs investisseurs de financer leurs projets verts, et puis le rôle, bien sûr, de l'État au travers de la fiscalité, au travers de la comptabilité, au travers des lois. Donc, ce sont des puissants leviers. Alors, voilà, on voit qu'il existe donc des freins, hein, donc on en a explicité certains au niveau de la finance, pour qu'on reste dans cette, on ne reste pas, enfin, qui explique que ce monde est encore aujourd'hui très efficacement orienté vers la finance verte, vers l'économie verte et des entreprises donc à impact, hein, 90%, 5%. Il y a des freins, mais il y a aussi de nombreux leviers. Ces leviers, c'est ce que j'expérimente, c'est là où j'essaie de travailler avec les chefs d'entreprise. Il existe toute une série de leviers. Et si on les actionne tous, je vais les décrire très rapidement, si on les actionne tous, alors il y a des véritables changements qui s'opèrent. Je ne dis pas des miracles, mais en tous les cas, des véritables transformations où les entreprises non seulement quittent la zone grise pour aller dans une zone intermédiaire de transition, mais plus encore, elles vont radicalement vers des entreprises qui cherchent des impacts. Alors, le premier de ces leviers est un levier de conviction. Si le dirigeant ou l'équipe dirigeante n'est pas convaincu qu'elle doit faire passer son savoir, ce qu'elle sait de l'écologie, vers ce qu'elle peut faire en agissant, eh bien, rien ne se passera. Donc, le rôle du dirigeant ou de l'équipe dirigeante et de ses employés, cette prise de conscience, doit se traduire en valeur, en conscience, en responsabilité dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise doit être en capacité d'écrire et de déclarer son engagement
d'écrire sa vision, sa mission et sa trajectoire en plaçant ses responsabilités sociales et environnementales au cœur de son business. Une fois qu'on a ce levier de conviction qui est absolument clé, tous les autres leviers sont des leviers d'alignement, des leviers de pratique qui doivent être alignés à cette conviction du dirigeant. Eh bien, c'est la gouvernance qui doit être alignée, ce sont les statuts de l'entreprise qui doivent être alignés, ce sont les actionnaires qui doivent être alignés. Et c'est absolument fondamental. On voit avec le cas Danone que s'il existe des actionnaires, même en petite proportion, qui sont profondément désalignés avec ce que souhaite le dirigeant, alors ça peut faire capoter ou en tous les cas retarder la transition de l'entreprise. Ensuite, il faut que l'entreprise puisse intégrer dans son écosystème eh bien, toutes ces parties prenantes, amont, aval, clients, fournisseurs, bailleurs de fonds et banquiers, dans son travail justement de mission, de trajectoire, donc en faveur d'une transition et d'un monde qui travaille en faveur de l'écologie. Eh bien, elle doit aussi dépasser son propre écosystème pour aller vers des ONG, vers les citoyens, pour être amenée à coopérer et s'irriguer elle-même de ce qui se fait à côté, en dehors de son propre écosystème sectoriel. Et enfin, levier important, ce sont les lois, c'est le rôle de l'État au travers des lois. Et il y a de plus en plus de lois. Et la dernière loi, la loi Pacte, est extraordinaire puisqu'elle permet à une entreprise de s'exprimer, donc au-delà du profit, et de choisir une mission fondamentale qui dépasse bien évidemment le profit nécessaire, mais qui n'est pas une finalité, et de prendre un choix social, environnemental. Et en contrepartie, les entreprises, c'est ce que dit la loi, les entreprises doivent absolument se déclarer et être transparentes par rapport à ce qu'elles ont fait, elles ont choisi. Et enfin, le dernier exemple, eh bien, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, l'innovation que proposent les entreprises qui sont radicalement, comme on va le voir après moi, qui sont radicalement orientées vers un sujet d'impact, vers un choix, une mission qui ont un impact. Pour la finance, c'est exactement le même sujet. Les acteurs de la finance doivent d'abord se convertir elles-mêmes, passer d'abord à un levier de conviction pour ensuite, bien évidemment, trouver des leviers de pratique, des leviers de pratique alignés à leurs convictions, dans leur choix d'investissement, dans l'implication de la RSE au cœur de leur choix d'investissement et de tout faire pour aider les entreprises à faire leur trajectoire et de pouvoir passer d'un monde de transition à un monde radicalement orienté vers des entreprises qui puissent être, eh bien, travailler véritablement en faveur de la transition écologique et qui ait un impact réel sur donc, nos économies et que nous passions des 5-10% aujourd'hui de ce qui est l'état de notre société à 80% d'économies orientées vers donc, ce qui est souhaitable et qui est la seule façon de pouvoir respecter ces fameuses trajectoires de degrés ou un peu plus, en tous les cas, d'aller vers un monde vivable dans les décennies prochaines. Merci Yann. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées par le chat. Il y en a peut-être ou bien alors je vous laisse, on fait l'inverse de tout à l'heure. On regarde d'abord les questions et puis vous réfléchissez à vos questions dans la salle. Vous voyez ici, je la lis pour tout le monde. Pensez-vous vraiment qu'il puisse se passer quelque chose dans les entreprises sans un changement majeur dicté par la régulation mondiale? Donc, ce côté régulation mondiale, dont on n'a pas encore tellement parlé ce soir, puisque ça ne peut pas être franco-français uniquement, la problématique. Alors, très clairement, aujourd'hui, dans le monde de la finance, si je puis répondre très rapidement, vous avez raison, la régulation joue un rôle absolument clé pour, je dirais, aiguillonner, ou en tous les cas, aujourd'hui, dans le monde de la finance, si je prends cet exemple que je connais parfaitement, mais il y a quasiment l'équivalent pour les entreprises, eh bien, c'est le Green Deal, très récent de l'Europe, qui est poussé à l'échelle de l'Europe, qui, en fait, a travaillé sur une réglementation de la finance dite durable. Et cette finance durable, elle impose, au travers de la taxonomie dont vous avez sans doute entendu parler, elle impose aux acteurs de l'économie financière de se déclarer, c'est-à-dire de déclarer leur stratégie d'investissement, en faveur de quoi veulent-ils travailler, en faveur de quoi veulent-ils investir, dans du brun ou dans du vert. C'est assez binaire. Et ensuite, il y a une réglementation extrêmement imposante dans laquelle, eh bien, qui va s'imposer pour que les entreprises, que les acteurs de la finance reportent, c'est-à-dire fassent des rapports réguliers, extrêmement précis sur la preuve et apporter la preuve avec transparence de la trajectoire qu'ils auront déclarée
choisi. Autrement dit, ce qu'on vous demande aujourd'hui, soit vous êtes écocide, soit vous avancez. Et bien, de quelle manière vous avancez? Vous avez le choix de prendre le temps que vous voulez, mais en revanche, on veut vérifier que la trajectoire que vous aurez choisie et déclarée publiquement, ça soit, autrement dit, celle que vous avez choisie. C'est une manière de lutter contre l'énorme problème du greenwashing. Donc, ce sont des lois qui sont extrêmement importantes et qui peuvent quand même faire bouger énormément et considérablement les lignes. Et maintenant, on l'a évoqué, il y a aussi la fiscalité. Hein. Pour fiscaliser est aussi une autre approche, même si les économistes peuvent peuvent avoir une vision, en tout cas circonstanciée autour de ça. Mais il est certain que si on favorise l'investissement dans le green en apportant un surplus bénéfique sur les gens qui investissent dans la transition, eh bien, puissent avoir des subventions d'une manière ou pas, ou pénaliser les fonds d'investissement qui n'investissent que dans le brun, là aussi, on a un très puissant levier pour faire bouger les choses. D'accord. Alors, autre question, chez vous, concrètement, chez Azulis Capital, comment jugez-vous de la création de valeur et puisque ce n'est pas toujours quantifiable, ou alors ça peut être à plus long terme, et comment pouvez-vous mesurer, juger de la progression des entreprises dans lesquelles vous investissez? Tout à fait. Alors, lorsqu'on investit dans une entreprise, et en plein accord, et c'est notre rôle, d'abord, on aura choisi une entreprise qui s'est engagée dans une trajectoire justement de progrès au niveau social et environnemental, mais c'est en fonction de son secteur d'activité, en fonction de son métier. Voilà, donc on va, quand on va rentrer, signer avec elle quelque part un plan économique de développement, mais qui soit totalement associé à un plan social et à un plan environnemental. Et donc, aux côtés des indicateurs classiques économiques qu'on va relever et qui vont servir de base de dialogue avec les dirigeants au travers des conseils de surveillance, dans une gouvernance tout à fait transparente, alors on va parler aussi de sa trajectoire sociale ou la trajectoire environnementale qu'il aura décidé de choisir. Donc, la création de valeur, eh bien, elle va se faire au bout du compte, puisqu'on est actionnaire entre 5 et 10 ans dans nos entreprises. Eh bien, au bout du compte, on fera, je dirais, les comptes du développement de l'entreprise sur ces 3 volets, le volet économique, le volet social et le volet environnemental. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable véritablement de mesurer quelle est la valeur pécuniaire de la transition sociale ou écologique, mais il est certain que si rien n'a été fait en 5 ans ou en 10 ans, la valeur de votre entreprise est fortement menacée et vous pouvez vous trouver dans un risque d'illiquidité, c'est-à-dire que personne n'achètera vos titres. Et à ce moment-là, c'est l'expression même d'une valeur pratiquement nulle de l'entreprise, quand bien même elle aurait une profitabilité, une rentabilité honorable. Voilà, donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être que je signale un point, la triple comptabilité est un point absolument essentiel, là aussi, dans l'évolution des choses. Dès l'instant où on sera capable de parler non pas de comptabilité classique comptable et extra-financière, mais de fusionner les 3 comptabilités, eh bien, là aussi, on pourra avancer certainement plus en… C'est un autre spectateur avec sa femme. Alors, dernière question, parce que le temps passe, mais c'est très passionnant, évidemment. Il y a une chose, je pense qu'on a expérimenté, certainement plusieurs ont expérimenté, c'est qu'on va chez notre banquier, on pose des questions, est-ce que vous avez des produits verts, écolos et tout ça? Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça vaut tous ces labels? Qu'est-ce que ça vaut tous ces produits qu'on veut nous vendre, que les grandes banques essayent de nous placer? La première chose, c'est ce que je disais. Vous êtes, vous, en posant la question, déjà un acteur de la transition. Le fait de poser cette question à votre banquier, à la personne qui s'occupe de votre patrimoine, de vos épargnes, eh bien, déjà poser cette question, c'est susciter en lui, tiens, on me pose des questions, suis-je capable d'y répondre? Je peux certainement vous assurer, pour la plupart des établissements, c'est compliqué d'y répondre. Alors, ils ont plein de produits sur étagère, de plus en plus, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais il y a très certainement aujourd'hui beaucoup d'opacité pour parler au nom ce qu'il y a derrière ces produits. C'est un Blancard, mais… Très bien, merci. Je rappelle à tout le monde de bien fermer son micro, puisque de temps en temps, on entend une voix qui n'est pas celle de Yann. Merci Yann. Nous passons à l'intervention suivante. Donc maintenant, nous allons écouter Thibaut. Comme je le disais, Thibaut a créé une entreprise dans l'économie sociale et solidaire, une entreprise
en faveur des personnes vulnérables et il a réussi à enthousiasmer ses collaborateurs, enthousiasmer ses investisseurs et ses clients. Donc, c'est cette histoire qu'il va nous raconter maintenant. Il a une bonne tête. C'est voilà qui arrive. Hein. Il est jeune. Oui, mais tu vois là. Si tu fermes ça déjà, je pense que tu vas voir. Michel, je me permets, votre micro est ouvert. Ah, c'est Michel, d'accord. C'est moi, mais comment le fermer? Michel. Le micro est ouvert. Pourquoi le fermer? Désactive. Voilà, vas-y, tu peux y aller, ça va. Ok, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, j'espère. Je m'appelle Thibaut. Je vous remercie déjà de m'avoir invité. Merci Bruno de m'avoir invité ce soir. Moi, je vais vous parler d'Alenvie, qui est une structure que j'ai cofondée avec deux amis qui s'appellent Clément et Guillaume en 2016, il y a 5 ans. Et l'activité principale d'Alenvie, c'est d'accompagner des personnes qui sont en perte d'autonomie, donc principalement âgées, de les accompagner à leur domicile. Et pour ce faire, on travaille avec des auxiliaires de vie, qu'on appelle chez nous auxiliaires d'envie, et voilà, qui vont les aider à la fois sur les gestes de la vie quotidienne, qui vont créer un lien fort avec elles, qui vont passer un temps de qualité avec elles. Nous, on a créé Alenvie donc, il y a 5 ans, et au moment de créer Alenvie, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne vient pas du monde médico-social. Donc, quand on avait un très fort désir de créer cette structure sur ce secteur, parce qu'on était très touchés par à la fois les personnes qui font ce métier et à la fois des personnes fragiles. Et ne venant pas du secteur, parce qu'on est de secteurs différents, plus classiques, eh bien, on a fait des constats en fait en arrivant, et on a vu que le métier d'auxiliaire de vie était très déconsidéré, et était très peu valorisé par rapport à la valeur ajoutée que ces personnes ont. Et donc, on avait déjà tendance un peu à considérer que ces personnes étaient là pour faire des actes très précis. C'est-à-dire, on dit, voilà, une auxiliaire peut faire une toilette, préparer un repas, lever, coucher, etc., etc. Là où, en fait, notre métier, c'est pas faire des gestes, c'est pas faire, c'est être notre métier. C'est être, c'est créer du lien, c'est être en empathie, c'est passer un temps de qualité avec une personne. Et c'est l'aider à avoir des projets. Donc ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Et l'autre constat qu'on a fait, c'est que finalement, quand on est seul, comme le sont les auxiliaires, quand on est seul avec une personne fragile, qu'elle soit âgée ou en situation de handicap, de fait, on a une responsabilité très importante. Et donc, cette responsabilité, au lieu de la nier et d'être dans le travail prescrit, c'est-à-dire de dire, bah voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que tu pointes, il faut machin, eh bien, au contraire, essayer de faire confiance et essayer de créer le cadre de travail qui permette à ces personnes d'exercer leur métier le plus sereinement possible. Parce que ce qu'on a vraiment constaté, c'est que ces personnes, elles sont passionnées par leur métier, elles sont douées d'une grande empathie, mais elles sont très frustrées parce qu'elles sont très souvent en injonction contradictoire par rapport à ce qu'on leur demande de faire et par rapport à leur cadre de travail. Parce que notre métier, on vit beaucoup de joie et on vit aussi beaucoup de moments difficiles qui sont dus aux situations complexes qu'on peut voir. Et donc, nous, voilà, on a essayé et on essaie depuis 5 ans. On n'y est pas encore complètement arrivé. C'est un vrai travail jour après jour, en fait. On essaie de créer ce cadre de travail qui est vertueux et qui s'articule autour principalement de 3 piliers. Alors, il y en a un principal qui est de créer des équipes autonomes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auxiliaires de vie qui travaillent chez Alenvie, elles travaillent en équipe et elles ont une partie de leur temps de travail qui est dédiée à la vie de leur équipe. C'est-à-dire qu'elles vont se recruter, elles vont faire leur planning, elles vont faire des premières visites chez les bénéficiaires, elles vont se réunir, elles vont se former.
Et ça, on ne le fait pas parce qu'on a décidé que ça faisait bien ou que c'était ou par idéologie. On le fait parce que on part du principe que les décisions, elles vont être bonnes si elles sont prises au bon niveau. Et typiquement, voilà, je prends un exemple d'un monsieur qu'on accompagne qui est hospitalisé, qui rentre chez lui, et ben, ça fait bousculer les plannings. Eh bien, c'est pas un cadre qui est chef de secteur, qui est derrière son ordinateur, qui va être le plus à même de voir comment refaire le planning de la meilleure manière. Parce que ce ou cette coordinatrice, d'ailleurs, qui est derrière son ordinateur, ne connaît pas le bénéficiaire et ne connaît pas les auxiliaires, ne connaît même pas le métier très souvent. Du coup, on a essayé, voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que les décisions soient prises au bon endroit. Et du coup, ce qu'on propose aux auxiliaires, c'est de travailler du coup en équipe, de prendre les décisions en équipe, parce qu'il y a certaines décisions qui sont aussi assez difficiles à prendre. Donc, le fait de les prendre seul, ça peut être difficile. Et justement, de travailler en équipe avec justement une personne qui ne sera pas coordinateur, comme dans d'autres structures, qui pourra être facilitateur et qui pourra les aider à prendre la bonne décision ensemble. Et donc, voilà, donc c'est un peu le grand principe, en tout cas, du cadre de travail qu'on a voulu mettre en place. Les deux autres piliers, mais je vais moins en parler, parce que sinon je vais être trop long, sont la formation, parce qu'il faut se former vraiment en continu dans notre métier. Ça, c'est très important. Et l'autre pilier, c'est les outils, parce que alors, on n'est pas très technophile, c'est-à-dire qu'on pense que les outils ne vont pas tout solutionner, mais avec des outils qui favorisent la collaboration et qui nous mettent mieux en lien les uns avec les autres, eh bien, ça peut justement rendre possible ce modèle. Et donc, alors voilà, je vous parle de ça, je pourrais en parler pendant 2 heures, donc je vais pas faire trop long, mais l'idée, en fait, voilà, c'était de créer un vrai engagement de la part de ces personnes qui sont très souvent moins engagées parce qu'elles ont justement un cadre de travail qui les met en injonction contradictoire. Et pour faire un peu le lien finalement avec ce que disait Yann tout à l'heure, qui était hyper intéressant, c'est que Yann parlait très souvent du quoi, c'est-à-dire l'impact qu'une structure peut avoir sur son écosystème, sur ses parties prenantes. Voilà, en tant qu'entreprise ou association, on va avoir une activité qui va avoir un impact sur ses salariés, sur plutôt ses clients, sur l'environnement. Donc, on peut se poser la question du quoi et on peut aussi se poser la question du comment. C'est cette question qu'on a essayé de se poser aussi, c'est-à-dire c'est bien d'avoir là, en l'occurrence, notre activité, on voit que ça peut faire du bien, que ça peut aider des personnes à mieux vivre et à mieux vieillir. Et le comment on le fait va être important. Et justement, c'est en essayant de créer ce nouveau mode de travail qu'on a voulu travailler sur ce comment. Du coup, alors, on m'a demandé de parler de différentes choses. Moi, c'est vrai que de manière très personnelle, je suis vraiment aussi très, très heureux depuis que j'ai créé À l'Envie, parce que finalement, je me sens plus aligné avec la personne que j'ai envie d'être. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais pourtant dans des structures qui étaient super, hein, c'était pas la question, mais finalement, je voyais que j'étais un peu une personne différente quand j'étais au boulot que quand j'étais à la maison. Et l'idée, c'est, alors, pas forcément être ami avec tout le monde, hein, on n'est pas chez les bisounours, mais l'idée, c'est de pouvoir quand même être un minimum aligné entre la personne qu'on souhaite être fondamentalement quand on se lève le matin, être aligné entre cette personne et la personne qu'on est au boulot, dans sa structure, dans ce qu'on crée, dans ce qu'on fait, dans la manière dont on interagit. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. C'était un vrai besoin que j'avais à l'époque. Et voilà. Et donc, c'était aussi ce sur quoi j'essaye de travailler. C'est un vrai prisme avec lequel j'essaie de travailler au quotidien. Et aussi pour faire le lien, parce que c'est intéressant de parler de ça aussi, Bruno m'a demandé de parler de ça, c'est que et pour le lier avec le sujet, et par exemple le sujet de la finance, parce qu'on parle souvent de la finance, alors on peut en parler en termes un peu négatifs. Nous, typiquement, on a eu besoin de fonds pour pouvoir lancer notre structure, parce qu'on a essayé d'innover, c'est-à-dire on a essayé de créer quelque chose de nouveau, et quand on essaie de créer quelque chose de nouveau, on fait des trucs, ça ne marche pas tout le temps. Donc ça coûte de l'argent. Et ce qui est bien, et c'est là où alors la finance est en train de changer, alors
peut-être un peu trop lentement, mais en tout cas, il y a un vrai mouvement qui est en train de se créer. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait des structures, des fonds, de l'argent public, sinon qui puissent financer ce type d'initiative, parce que c'est vrai que ce qu'on peut, pour rebondir un peu sur ce que disait Anne tout à l'heure, c'est un peu paradoxal aujourd'hui parce que il y a beaucoup de grandes levées de fonds, de grands financements qui sont faits pour créer des boîtes et des structures qui répondent pas forcément à un vrai besoin, enfin qui répondent pas toujours à un vrai besoin en tout cas, notamment au niveau technologique. Et de manière très paradoxale, il y a assez peu d'investissements qui sont faits dans notre secteur, alors que dans notre secteur, on est quand même dans l'économie de la vie, on est quand même dans des métiers du lien, et on est dans un secteur en plus où il y a beaucoup d'emplois. Donc, c'est très important qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait un investissement aussi fait dans nos secteurs. Alors, voilà, je ne vais pas être trop long, je ne sais pas si j'ai… Ah oui, alors, effectivement, alors nous, du coup, en termes d'investisseurs, on a eu la chance de rencontrer plusieurs fonds. On a un premier fonds qui s'appelle Fitrust, qui nous a, qui a investi chez nous assez rapidement au bout de 2 ans. Et ce qui est très intéressant, et là où c'était vraiment une vraie rencontre avec des personnes de ce fonds d'investissement, c'est que ils étaient très alignés sur le fait que finalement la rentabilité, elle est importante. Sans rentabilité, une boîte, ça ne tourne plus, on ne peut plus payer les salariés, etc. etc. Donc c'est important, c'était important pour nous et c'était important pour eux, donc on était très très alignés sur le fait qu'il faut mettre sur le même pied d'égalité la rentabilité économique et l'impact social qu'on va générer. C'est-à-dire qu'avant de prendre une grande décision, très souvent, on se dit, tiens, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Et donc, d'une part, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Et d'autre part, pardon, est-ce que, évidemment, on ne va pas perdre trop d'argent? On ne va pas perdre d'argent. Parce que de temps en temps, on peut investir, c'est-à-dire on peut accepter de perdre de l'argent dans des choses où on va créer beaucoup d'impact, et c'est-à-dire qu'en contrepartie, il faudra qu'on ait des activités plus rentables. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir mettre en balance ça. Et un bon exemple, typiquement, de ce qu'on a fait avec Fitrust, c'est que même dans les documents juridiques, il y avait clairement stipulé le fait qu'on doit accompagner un pourcentage important de personnes qui ont très peu de ressources. Parce que justement, on a mis en place un tarif social, c'est-à-dire qu'on ne vend pas la prestation au même prix selon les ressources de la personne accompagnée. Et là, ce qui était hyper intéressant et ce qu'on a écrit ensemble, c'est que on s'engage à accompagner, du coup, parce qu'on pourrait se dire, tiens, si on a un tarif social, on va essayer d'avoir plus de clients, plus de bénéficiaires qui peuvent payer, auquel cas, ça n'aurait aucun sens de mettre en place ce tarif social. Du coup, on s'est dit collectivement que c'était important de pouvoir accompagner un pourcentage important de personnes qui ont peu de ressources. Et aujourd'hui, pardon, merci Bruno, aujourd'hui, on a effectivement trois marques à l'envie. On accompagne des personnes âgées à domicile avec une petite centaine d'auxiliaires d'envie, donc à Paris et en petite couronne. Ensuite, on a créé Compagnie, qui est une marque où on va partager justement les clés un peu de notre modèle, notamment avec des formations aux autres structures du secteur médico-social. Et Bien Commun, c'est une activité qu'on a créée en début d'année où on propose des colocations en région parisienne pour l'instant à des personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc voilà, pour leur permettre de ne pas aller en établissement, où souvent pour ces personnes-là, ça peut être un petit peu difficile. Donc voilà, on va essayer de créer une nouvelle forme d'habitat. Merci Thibault. Alors, donc, maintenant, je vous propose pour cette dernière session de questions-réponses, bien sûr, de poser des questions à Thibault, mais également à Bruno et à Yann. Donc, on commence par la salle cette fois-ci. C'est peut-être une question qui s'adresse peut-être plutôt à Yann.
est-ce que l'accord international qui a lieu sur la taxation minimale des entreprises, est-ce que ce n'est pas l'amorce de quelque chose qui peut être important, puisqu'on a vu que les décisions ne peuvent pas se prendre au niveau national et international? Est-ce qu'on peut imaginer après d'autres accords sur des taxations, des externalisations, des choses comme ça, qui se font au niveau mondial, parce que rien ne peut se faire au niveau Yann, Bruno. Alors, vous mettez le doigt sur un point très important, qui est le fait qu'il y a une dimension planétaire. Enfin, quand on parle du climat, une chose très très importante que fait Thibaut, par exemple, un truc bien, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire tous ensemble. C'est déjà, même le fait que Thibaut le fait, c'est déjà génial. Alors que si on veut réduire les émissions de CO2, on est vraiment obligé de le faire tous ensemble avec tous les. Et ça accroît encore le problème d'externalité. Parce que si je suis la Commission européenne ou le Parlement européen, je peux me dire oui, mais je vais prendre en compte à la fois les Allemands et les Belges. Bon, finalement, mais il n'y a pas de gouvernance mondiale qui prenne en compte à la fois les Indonésiens et les Mexicains. Là, il y a un vrai problème. Et alors, je pense que peut-être, là, justement, il y a des choses bien qui peuvent se passer dans le secteur privé. Donc, c'est un peu lié à ce que fait Yann, parce qu'il y a des fonds d'investissement qui ont vraiment une dimension internationale et qui ont parfois des politiques d'investissement vertes. Je ne sais pas, pour un exemple un peu compliqué, parce que c'est le cas de la Norvège qui produit pas mal de hydrocarbures, mais le fonds de retraite norvégien, ils essaient d'investir dans des investissements verts. Et ils sont très, très, très gros. Et ils peuvent vraiment avoir un rôle d'entraînement vraiment à l'échelle planétaire. Donc, si un petit nombre de gros intervenants comme ça, d'investisseurs, décident de changer leur politique d'investissement, ça peut peut-être suppléer à la difficulté de coordination des politiques nationales. Je ne sais pas si c'est vraiment une réponse. Je cherchais un signe d'espérance dans cet accord qui vient d'avoir lieu, parce que c'est un peu une manière d'accès à une règle finalement internationale pour les taux économiques. C'est un premier pas. Autre question dans la salle? Oui. Je ne suis pas du tout compétente dans ce domaine, mais il me semble qu'il y a des régulations qui se font de façon très inopinée, comme par exemple le confinement, ça a résolu le problème du transport. Donc on voit aussi d'autres régulations très négatives, par exemple le charbon qui est employé dans certains pays parce qu'il faut vraiment qu'ils aient de l'énergie. Donc ce sont aussi des choses comme ça qui vont peut-être faire changer. Les régulations, on ne s'y attend pas. Merci. Oui, il y avait plusieurs réactions. Alors, effectivement, pour préciser, parce qu'il y avait une question sur nos sources d'inspiration. Alors, nous, effectivement, on s'est inspiré pour ça d'une structure qui existe en Hollande et qui a été illustrée dans le livre de Frédéric Laloux, qui est assez connu, que je vous invite à lire si vous le connaissez pas, qui s'appelle Reinventing Organization. On pourra peut-être envoyer les coordonnées et on connaît effectivement très très bien la structure aux Pays-Bas qui a monté ces modèles. Ensuite, il y avait une question sur le modèle économique parce qu'effectivement effectivement, on met en place un tarif social, on met en place un certain nombre de choses qui, entre guillemets, coûtent peut-être plus cher par rapport à d'autres structures. L'idée de notre approche, alors, déjà, c'est pas parce que, on n'est pas obligé d'opposer l'impact et la rentabilité, encore une fois. Et l'idée, effectivement, c'est d'être tout à fait rentable. Et du coup, pour financer ça, justement, bien, on se base sur des coûts fixes qui sont moins élevés, sur une plus grande autonomie aussi, ce qui fait qu'il y a de l'encadrement, mais l'encadrement n'est pas le même.
et ce qui permet en fait de réduire des frais fixes et du coup de rendre la structure rentable. Alors, excusez-moi, je prends les questions au fur et à mesure. Ça rejoint une question qu'on a fait discuter avec Irénée, qui était de dire, bon, si on fait quelque chose d'écologique, mais qui coûte 2 fois plus cher qu'un produit, entre guillemets, normal, bon, on ne le vendra plus du tout, l'entreprise ferme, tous les employés sont dehors en 6 mois, donc on n'a rien gagné. Donc, il y a cette problématique de prix de vente du service ou du produit vert, entre guillemets, par rapport à la concurrence. Donc, comment on résout cette question? Thibaut, tu réponds en baissant les coûts de production, les frais fixes doivent être minimums. Est-ce que, Irénée, tu veux donner ton expérience là-dessus? C'est un petit témoignage personnel. Moi, je travaille dans le secteur automobile et on voit à la fois une très grande appétence des clients pour verdir leur mode de transport et en même temps une réticence tout aussi grande à payer le moindre surcoût pour faire cette transition. Et l'exemple typique, c'est le véhicule électrique, finalement, puisque pour le coup, on résout, on met à zéro l'émission de CO2 pendant l'utilisation du client. Par contre, ça coûte 10 000 € de plus. Et finalement, ce renoncement à cet arbitrage, aujourd'hui, peu de clients sont prêts à le payer. Donc, il reste quand même une question qui est encore un peu ouverte. Donc, on a besoin de la transition des aides d'État. Mais il reste un peu une question entre les besoins et les désirs des clients qui sont un petit peu contradictoires. Tout le monde voudrait faire du vert, mais personne ne veut forcément payer. Un commentaire plus qu'une question. Merci. Ça peut être aussi une question pour Yann. Est-ce que quand Azulis investit dans une entreprise à impact, elle va en fait s'attendre à une rentabilité plus faible que celle qu'elle pourrait avoir dans une entreprise entre guillemets normale? Et comment elle fait passer cette idée à ses investisseurs? Yann? Je pense que pour décider d'investir dans une entreprise à impact, il faut justement valoriser autre chose que le résultat de l'entreprise. Donc, il y a une part de croyance, une part de pari en faveur justement de la transition sociale ou écologique, qui est de dire, je vais investir, cette entreprise va développer une économie, mais elle va développer aussi des valeurs, comme le disait Thibaut, de lien et des valeurs ou écologiques en fonction de son métier. Et moi, investisseur, je pense que cette entreprise prendra de la valeur, mais pas seulement économique, mais aussi une valeur sociale, une valeur environnementale qui sera souhaitée dans 4 ou 5 ans, parce que dans 4 ou 5 ans, le monde va changer et la finance va s'orienter de plus en plus vers une économie en faveur du vert et donc recherchera ce type d'entreprise qui, du coup, sera en avance, sans doute par rapport à celles qui seront restées dans soit un business as usual, comme je le disais, soit dans une espèce de zone transitoire, et dans lequel il n'y aura pas véritablement eu d'impact de créer et peut-être du greenwashing au pire, ou en tous les cas des choses absolument pas à la mesure de l'évolution de ce qui est souhaitable. Donc c'est un pari et à la fois une attente de rendement, mais qui est possiblement plus faible que par rapport à investir à une entreprise du business as usual. Mais investir aujourd'hui dans du business as usual, je pense que pour beaucoup d'investisseurs, ils prennent conscience qu'il y a un véritable risque financier à investir dans ce type d'entreprise, en tous les cas les entreprises qui ne bougent pas et qui ne souhaitent absolument pas bouger et rester dans leurs activités traditionnelles. Après, il y avait une question sur le fil sur comment on se situe nous par rapport à la transition écologique chez Alenvie. Alors effectivement, nous, comme on est une structure de services sur l'environnement pur, on a assez peu d'impact.
de fait, de par la nature, c'est pas forcément par nos actions, mais plus par la nature de notre activité. Effectivement, au quotidien, au bureau, on essaie d'avoir des actions, les fournisseurs, etc., qui limitent l'impact, mais c'est vrai que c'est pas c'est forcément, c'est pas le gros du truc. Ensuite, moi, encore une fois, je lirai vraiment la question de l'écologie à l'écologie intégrale et dans l'écologie intégrale, on a quand même cette vraie dimension de travail qui est important, qui est mise en avant, où on dit vraiment que dans laquelle on rappelle que le travail, c'est vraiment ce qui va émanciper l'homme. Là où souvent le travail peut être considéré comme travail pour gagner sa croûte pour pouvoir vivre. Donc, ça, effectivement, c'est le cas de temps en temps, c'est notre cas à tous maintenant, et c'est un peu la manière aussi, je parlais tout à l'heure du comment on voulait faire les choses, c'est la manière dont on veut faire les choses, c'est-à-dire de rendre le travail, notamment en responsabilisant chaque personne, de rendre le travail plus épanouissant. Donc ça, c'est important pour nous. Ensuite, c'est un peu une autre dimension liée à l'écologie intégrale, c'est la notion de progrès. La notion de progrès que je corrèle avec la notion de besoin. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, quand on crée une boîte, quand on crée un produit, quand on travaille au quotidien sur un nouveau projet, la question qui est intéressante de se poser, c'est en quoi est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais entreprendre, ça va répondre à un besoin. Autrement dit, en quoi est-ce que ça peut nous aider à progresser. Et donc ça, la question, elle n'est pas simple, parce que et la question et la réponse elle n'est pas forcément binaire, c'est pas forcément blanc ou noir. Mais en tout cas, c'est important, ne serait-ce que de bien se poser la question, tiens, est-ce que la direction qu'on prend en ce moment avec ce nouveau produit qu'on va sortir, est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que c'est source de progrès ou pas? Ça peut être aussi une question. Peut-être une question, une information et une question pour Thibaut, c'est que Thibaut et ses deux associés ont fait des très bonnes écoles de commerce, etc. Donc, ils ont souvent des collègues qui travaillent dans les grands groupes à des positions importantes. Donc, on sent bien que chez Thibaut et ses associés, il y a une conviction forte, il y a quelque chose qui les anime en plus du gain à la fin du mois. Peut-être qu'un jour, ça prendra des bonnes proportions, l'envie deviendra beaucoup plus importante. Et à court terme, le salaire que tu as à court terme chez Allenvie n'est pas comparable avec celui de tes collègues dans les grands groupes. Non, c'est sûr. Après, c'est une question d'alignement aussi, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent. J'ai besoin d'argent, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, mais après, j'ai pas beaucoup de besoins. Donc voilà, ça me permet d'aligner tout ça. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je signale et je montre le livre écrit par Guillaume, Thibaut et Clément, que voici. Donc, je l'ai lu. Il s'intitule La Société du lien. C'est extrêmement intéressant. Ça déborde évidemment le sujet de ce soir, mais je vous le conseille. Est-ce que je vous propose maintenant une petite conclusion? Est-ce que Yann, tu souhaites dire un mot de conclusion avant de donner la parole à Bruno? Écoute, je vais te laisser peut-être faire la synthèse de ces 3 interventions, à la fois qu'une portée théorique, très pratique et puis extraordinairement exemplaire. Effectivement, je pense, illustre bien les combats de chacun, de comprendre les choses, d'essayer de faire transiter notre monde économique vers ce qui semble être absolument indispensable, pour lequel il est indispensable qu'il soit plus vertueux, au-delà des 90% que je vous ai essayé d'expliquer, qui est probablement une représentation actuelle des choses. Et puis cet extraordinaire exemple d'Allenvie, et qui est précisément, comme je disais, je crois tout à l'heure, la nécessité pour nos chefs d'entreprise, pour le monde de la finance, de montrer qu'il y a des explorateurs, qu'il y a des initiateurs qui sont en avance et qui montrent que les choses sont possibles, mais différemment, autrement,
parce que le monde se voit différemment, autre qu'à l'aune purement et je dirais purement de l'économie dirigée par le seul profit. Merci Yann. Alors, un mot de conclusion que je partage avec Bruno, puisqu'on a discuté ensemble, c'est que finalement, on sent bien à travers toutes ces interventions, le point clé, c'est que chacun de nous, chaque personne, là où il se trouve, à sa place dans le monde économique, joue son rôle dans cette problématique, que ce soit l'investisseur, les pouvoirs publics, les clients, les fournisseurs, les salariés, les dirigeants. On sent bien qu'il y a un manque pour l'instant de prise de conscience collective et individuelle. On pourrait dire que c'est la nécessité de la conversion de chacun vis-à-vis de la transition écologique qui est pointée du doigt dans le monde économique, comme elle l'est par ailleurs, évidemment. Alors, je termine en vous signalant simplement la dernière slide qui vous annonce la prochaine conférence. Elle aura lieu donc le 18 novembre. Probablement, elle sera encore en mode hybride, c'est-à-dire partiellement à la Carte-Dieu et en visio également. Donc, son titre, Dieu et le cosmos, elle sera donnée par Jean-Pierre Maillard, qui est un astrophysicien, donc qui d'abord est un spécialiste du cosmos, mais aussi qui a une réflexion, une pensée qui dépasse largement le strict cadre de la physique. Donc, notez bien la date, le 18 novembre. Et puis également, donc, si vous souhaitez que votre nom soit inscrit dans nos fichiers, vous savez, il faut que vous en fassiez la demande. Hein. Nous n'avons plus le droit de faire des inscriptions d'emails comme ça. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, bruno2.dufay@outlook.fr pour demander à ce que vous soyez inscrit dans nos fichiers. De cette manière-là, vous recevrez nos mailings de manière automatique à l'avenir. Je vous remercie de votre attention, d'être venu à la Clarté-Dieu pour ceux qui sont là. Et n'oubliez pas, nous allons maintenant visiter l'expo Giotto. Et donc, je laisse Benoît. Et je remercie les gens qui étaient en visio. Voilà, petite indication, on a mis des livres qui concernent l'écologie intégrale là, sur une table. Si vous voulez vous en procurer, de l'argent à Gilbert Ramond, notre président. Et puis j'ai mis 2 corbeilles pour les frais